Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, je t'imagine mal enfant en train de passer l'Halloween. En fait, je vais te dire, je t'imagine mal enfant. Je suis convaincu que je te vois pas en train de dire maman, lolo, mais plutôt en train de dire mère, pouvez-vous, s'il vous plaît, me procurer un peu de liquide pour étancher cette soif puissante qui me dévore l'estomac. C'est comme ça que je t'imagine. Ouais, non, j'étais plutôt simple que ça. Je demandais comme tous les enfants un peu de quick, là. J'étais pas très original. Donc, j'étais un quick, je voulais des palettes de chocolat, là. Mais est-ce que tu passais l'Halloween et si oui, tu te déguisais? Bien sûr, jusqu'à la fin du primaire. Et normalement, mon seul objectif, c'était de me déguiser d'une manière ou de l'autre en soldat ou en chevalier templier. Pour une raison qui m'échappe, j'ai un costume de chevalier templier qui remonte, je pense, à la 5e année, où donc j'avais une espèce de grande jaquette avec une croix des Templiers, plus un espèce de chapeau qui m'étouffait complètement, que je prenais pour un homme de Templier. Donc non, ça me rappelle mes derniers. Et le dernier déguisement d'Halloween que j'ai eu, je crois, c'est autour de 22-23 ans. J'étais déguisé en prêtre, ce qui me permettait de donner ma bénédiction aux gens. Oh. Mais pour le reste, cela dit, ce n'est pas une fête dont j'ai l'habitude. Mais on voit déjà jeune l'amour des institutions, une certaine droiture aussi, là. Hein, c'était militaire, soldat, templier ou alors prêtre. Oui, manifestement, il y a comme des traits de caractère qui se révèlent à travers des déguisements. Mais justement, on regarde ce qui s'est passé à l'UQAC et le party d'Halloween qui était sous le signe de la journée des morts et qui a dû se débaptiser en quelque sorte parce que ça relevait de l'appropriation culturelle. Ben, encore une fois, c'est assez fascinant à quel point la question de l'Halloween depuis quelques années est devenue un des lieux de focalisation des querelles autour de l'appropriation culturelle. Petit souvenir, je sais pas si tu l'as à l'esprit, moi ça m'avait marqué. C'était il y a, je crois, je le dis de mémoire en espérant ne pas me tromper, je crois que c'était sur le site Ton Petit Look. Ça se peut que je me trompe, je le précise pour ne pas, au cas où je me tromperais. Il y avait eu, par exemple, un guide des costumes d'Halloween légitimes pour ne pas, justement, verser dans l'appropriation culturelle. Puis d'ailleurs, ça circulait beaucoup sur Internet, et ainsi de suite, des costumes, des listes de costumes pour ne pas être dans l'appropriation culturelle, pour ne pas piller telle ou telle communauté. On sait aussi, ça, c'était, je crois, en 2019 au Canada anglais, à Toronto, si je ne me trompe pas. Il y avait eu la question, c'était une balle costumée. Puis là, les gens, c'était, je pense, une soirée asiatique. Donc, les gens avaient pris des codes vietnamiens, des codes chinois, des codes japonais. Et ça avait été vu comme appropriation culturelle. Le déguisement était vu comme illégitime. Or, le propre du déguisement, c'est l'appropriation de l'identité de l'autre, le temps de porter sa tenue d'une manière ou de l'autre. Eh bien, aujourd'hui, ça fait rager ceux qui sont des intégristes de l'identité ethnique et religieuse. Mais n'importe qui est allé au Mexique dans le temps des fêtes, dans les boutiques mexicaines, tenues par des Mexicains, vendant des objets folkloriques mexicains, qu'est-ce qu'ils vendent? Des sombreros, des maracas, puis des ponchos. Ils vendent ça. Ils sont contents de vendre ça. Aujourd'hui, dans ma chronique, hier, je suis allé sur des sites Internet de boutiques autochtones, sur les réserves autochtones, propriétés d'Autochtones. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Des calumets de paix, des masques, des plumes, des capteurs de rêves, bref, des objets de leur patrimoine. Ils veulent que tu l'achètes, puis ils veulent que tu l'exposes chez toi. L'appropriation culturelle, c'est une notion de blanc bobo. C'est ça? Oui, en fait, c'est assez fascinant parce qu'on nous a chanté pendant 30 ou 40 ans les gloires et les vertus du métissage. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que quand le métissage fonctionne, ou d'une manière ou de l'autre, c'est jamais le métissage, c'est toujours à la fois profond et superficiel. C'est-à-dire, j'aime cette mode, j'emprunte ce vêtement, puis au fond des choses, quelquefois, j'emprunte des codes culturels qui nous étaient pas familiers. Bon. Mais ça, aujourd'hui, c'est vu comme une forme de de pillage symbolique et culturel mené par les Occidentaux. Et on oublie que chaque culture aime finalement plonger en son noyau pour offrir une certaine image d'elle-même. Et puis, ce qu'on aime d'une culture, c'est aussi l'image qu'elle renvoie d'elle-même. C'est-à-dire, quand on va en France, on a une certaine idée de ce que sont les Français, une certaine idée de ce qu'est la vie française. Quand on vient au Québec, on a une certaine idée de ce qu'est la vie québécoise. Et ainsi de suite, d'un pays à l'autre. Mais tout ça heurte la sensibilité désormais de nos hyperfragiles, de nos susceptibles de profession, qui d'une manière ou de l'autre sont toujours indignés de quelque chose. Je pense que Raphaël Enthoven avait parlé de la tyrannie des indignés, des offusqués. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Et de l'autre côté, on a des espèces d'invertébrés absolus qui, à la moindre critique d'appropriation culturelle ou ainsi de suite, disent
oh là là, on s'excuse, on n'aurait pas dû, on voulait pas vexer, comment avons-nous pu oser, et ainsi de suite. Donc, c'est cette espèce de croisement entre le fanatisme des indignés d'un côté et la lâcheté des institutions et des autorités de l'autre qui fait cette culture à la fois rigide et mollassonne, rigide du côté du fanatisme mais mollassonne du côté des institutions, ce qui fait qu'un party d'Halloween devient matière à scandale, ce qui est quand même le grand délire. Écoute, on peut-tu juste avoir du fun? C'est ça, j'ai envie de dire. Non, Quiconque n'a pas mis sur sa tête un sombrero lors d'un party fortement arrosé, complètement paf, avec un sombrero sur la tête, une margarita dans la main, n'a pas vécu. Oui, mais alors, rajoutons. Si on décide de pousser l'absurde assez loin, qui n'a pas, d'une manière ou de l'autre, porté un jour un chapeau de cow-boy en se prenant pour un instant pour un Albertain ou un Texan en disant Calgary Stampede ou des phrases semblables. Bon. Alors, est-ce de l'appropriation culturelle albertaine ou entre blancs, c'est légitime? Bon, on sait jamais en c'est assez complexe, les codes. Mais puisque j'aime par ailleurs, parce que ça va plus loin, il faut se souvenir, cette professeure de yoga, je crois, à l'Université d'Ottawa, si je ne me trompe pas, qui avait été accusée de faire de l'appropriation culturelle parce qu'elle était blanche et enseignait le yoga. Et tout, donc, ça revient en boucle, ces sujets-là. Et tous ceux qui nous disent oui, mais c'est une affaire de petit milieu, puis c'est pas vraiment important, puis c'est pas profond. Non, c'est rendu que ça définit la culture populaire aujourd'hui. Et c'est, quoi qu'on en dise, c'est une dimension politique forte, parce qu'à travers ça, c'est le droit finalement de se caricaturer, le droit de se grimer, le droit de rire, le droit de jouir, le droit d'avoir du plaisir dans la vie. Et bien tout ça sous le contrôle des nouveaux puritains. Ben oui, mais les règles du bon comportement woke sont complètement débiles. Par exemple, si tu es, je sais pas, un chef cuisinier, tu as un restaurant, tu es blanc et tu fais des sushis, c'est de l'appropriation culturelle et c'est pas correct. Mais par contre, si tu es un chef haïtien et que tu fais des sushis, ça c'est le fun parce que tu fais partie d'une culture qui est dominée et non d'une culture dominante. Donc, entre cultures dominées, il peut y avoir des échanges culturels, mais pas, tu sais, un blanc qui fait des sushis, non. Un noir qui fait des sushis, oui. C'est ridicule. À quel point on fabrique une société de féodalisme ethnique, de féodalisme religieux, de féodalisme raciaux, avec des petites baronnies identitaires où chacun fait valoir ses privilèges et ses droits, où les uns sont dans la catégorie des coupables, les autres sont dans la catégorie des victimes, où les uns sont bourreaux, les autres ont des droits en tant que victimes éternelles. On entre dans une société qui est à la fois absurde et puritaine. En fait, le puritanisme est souvent absurde. Une société qui écrase les libertés, qui écrase la créativité, qui idéologise et politise tout, qui ne permet plus aux gens de respirer. Et ça, on voit que les nouvelles générations sont socialisées dans cet environnement mental, dans cet univers mental. Mais tu parles des nouvelles générations. Régulièrement, dans nos médias, il y a des reportages sur la consommation inquiétante d'antidépresseurs, par exemple, chez les jeunes. Les jeunes sont extrêmement stressés. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'un syndrome de stress. Mais écoute, c'est certain qu'ils sont stressés. On leur dit, dis pas ça, fais pas ça, chante pas une toune mexicaine, mets pas un sombrero, déguise-toi pas comme ça à l'Halloween et tout ça. Et moi, quand j'étais jeune, je faisais ce que... Là, aujourd'hui, ils ont tellement de guides et de paramètres et tout ça, c'est certain qu'ils stressent. T'as absolument raison. On aime ça, c'est le quadrillage intégral de l'existence. Oui. C'est une existence balisée, normée. Mais c'est vrai dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que quand on œuvre, tous les domaines de l'existence sont sous le signe de la rééducation aujourd'hui. Sont l'espèce de liberté anarchique dans le bon sens du terme. Là. C'est la liberté de fichez-moi la paix. Il y a une formule de Pompidou en France qui est assez célèbre, c'est cesser d'emmerder les Français. Bon, on pourrait dire cesser d'emmerder les Québécois. C'est pas grand-chose qu'on demande. C'est simplement de nous ficher la paix. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la colonisation du quotidien par l'idéologie fait en sorte qu'il n'est plus possible d'avoir la paix. Puis on se rassemble pour faire une fête et on risque apparemment d'insulter des Mexicains parce qu'à l'Halloween, on appelle ça fête des morts. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, la réaction devant ça devrait être soit de rire, soit de s'en foutre, mais manifestement, puisque d'autres se couchent, on est obligé de leur prêter une colonne vertébrale, quitte à leur en tricoter une. Et c'est pour ça qu'on n'en sort pas, puisque ce qui devrait être des sujets ridicules deviennent des sujets politiques importants parce que c'est des révélateurs de l'état de la culture.
Écoute, Mathieu, il y a une série actuellement sur Anne Boylan. Anne Boylan, c'était une des femmes d'Henri VIII. Henri VIII, qui se débarrassait de plusieurs de ses femmes, qui les faisait décapiter, etc. On a fait une série sur Anne Boylan, qui était une des femmes d'Henri VIII. Anne Boylan, bien sûr, elle était blanche, c'était une Britannique, tout ça. On a fait jouer le rôle d'Anne Boylan par une Noire. Historiquement, elle était pas non. T'imagines-tu, toi, qu'on fasse un film sur un personnage historique noir, par exemple, Martin Luther King, c'est un bordel, et que c'est un comédien blanc qui joue Martin Luther King, mais tout le monde capoterait? Mais c'est ça qui est absurde. C'est-à-dire, moi, que pour jouer Martin Luther King, il fallait un noir. Et puis pour jouer le Charles de Gaulle, il fallait un blanc. Ça va de soi. C'est cette question de crédibilité historique, c'est élémentaire. Pour Joanne Boleyn, c'est normal. Dans l'histoire de l'Occident, je suis désolé, c'est ainsi. Elle était blanche. Globalement, les blancs étaient là. C'est comme ça. J'en suis très bon. Elle évolue, ça se transforme très bien. Le souci de la crédibilité historique, c'est en sorte que si on représente une ville au Moyen-Âge, elle va être blanche pour l'essentiel. Si par ailleurs on représente le monde d'aujourd'hui, mais là, effectivement, il faut intégrer d'autres facteurs, d'autres paramètres. Mais là, on est dans l'espèce d'idéologisation à outrance. Moi, je me rappelle il y a quelques années, je m'étais opposé, parce qu'il y avait la question, est-ce que il y a des fêtes populaires à Orléans, puis on demande de personnifier Jeanne d'Arc. Puis c'était une jeune métisse qui jouait Jeanne d'Arc. Et certains avaient dit non, il faut qu'elle soit blanche. Un instant, c'est pas la même chose, parce que là, c'est pas joué dans un film Jeanne d'Arc, c'est un personnage, c'est un espèce de symbole populaire. Puis le critère, si vous êtes intégré à la culture française, vous être noir, jaune, mauve, on s'en fout, si vous appropriez ce symbole-là, vous pouvez le personnifier dans un concours. La couleur de peau rentre pas dans un concours. S'il s'agit de représenter ceux qui avaient dit il faut qu'elle soit blanche à tout prix, je trouvais qu'ils racialisaient à outrance. Je trouvais ça insensé. Inversement, si on veut de la crédibilité historique pour un personnage, Martin Luther King n'avait pas l'air d'un Japonais. Et puis, Hirohito avait pas l'air d'un Moldave. Et puis, Staline avait pas l'air d'un Brésilien. Et on peut multiplier ça comme ça. Ça existe. Mais c'est apparemment la seule possibilité de nommer le réel et les absurdités dans lesquelles on cherche à l'encager aujourd'hui, ça relève de la provocation, de la discrimination, du racisme. Une des comédies musicales qui a remporté le plus de prix et qui a eu de plus grand succès aux États-Unis ces dernières années, c'est Hamilton, sur Alexander Hamilton, qui est un des auteurs, un des gars qui a écrit la Constitution américaine, une personnalité extrêmement importante. Oui. Hamilton était blanc, on l'a fait jouer par un noir. Et, il était pas noir, on va dire, c'est pas, tu sais, il était blanc. Imagine-toi encore, là, si on faisait l'inverse, tout le monde capoterait. Évidemment, c'est pour ça que c'est le 2 poids 2 mesures qui est choquant là-dedans. Puis moi, j'y reviens. Est-ce que, par exemple, on a la question de James Bond. Autant James Bond 007, c'est pas rien, c'est un homme blanc vrai qu'on le connaît. S'il crée un nouveau personnage, il sera noir, puis on s'en fout complètement, puis il n'y a aucun souci si c'est un nouveau personnage. Mais cette idée de quelquefois mener guerre de symboles, guerre culturelle, c'est que ça idéologise à outrance ce qui ne devrait pas être idéologisé. Ça vient quadriller l'existence à partir de névroses idéologiques, puis j'y reviens parce que ça me semble essentiel, c'est que pour ce qui est de créer du nouveau, créer du neuf, effectivement, on crée à partir du monde d'aujourd'hui et du monde actuel. Mais ici, il s'agit d'avoir un minimum de crédibilité historique. Ben là, on décide d'avoir des personnages ressemblants. Puis à travers ça, de même, si je peux me permettre, on fera pas jouer un espèce de grand gaillard là, de 7 pieds 2, musclé, élancé, beau et désirable, Churchill. C'est comme ça. Pour jouer Churchill, il faut quelqu'un qui a l'air quand même d'un type un peu bulldog. C'est comme ça la vie. Pourquoi pas une femme pour jouer Churchill? Tiens, non, mais ça va être ça à un moment donné. On prend une femme. Et voilà pourquoi, en ces matières, on aurait envie de désidéologiser d'un coup la culture, puis de ramener à la fois l'intelligence, le bon sens, l'humour, la forme de légèreté, puis en même temps le respect des formes et des institutions. Mais cette espèce de rappel du bon sens est aujourd'hui classé dans la réaction. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on vit dans une des époques les plus idéologiques qui soit. Non, mais les plus absurdes, là. Effectivement, un film sur, Churchill joué par une naine noire. Ce serait excellent, ce serait génial. Et de même que si on décidait de faire jouer, poussons ça de la même manière, si on décidait de faire jouer Margaret Thatcher par un grand colosse à l'allure germanique, ça marcherait pas. C'est comme ça. Mais c'est très étrange à quel point, à dernière instance, notre discussion aussi, c'est qu'on cherche à décrypter la folie de l'époque, et le fait est que cette folie-là est bien réelle et bien présente, et c'est nous qui passons pour fous. Une sorte d'inversion des codes de la rationalité. Donc c'est notre travail, jour après jour, pour chercher à ramener un peu de raison dans la folie présente. Oui, puis ajouter un peu d'humour là-dedans. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Salut, à demain. Bye bye.